5 millions de voix d'écart, c'est beaucoup. Oui, Donald Trump a déjoué tous les pronostics et il est assez étonnant de voir à quel point, justement, les commentateurs sont étonnés. On a l'impression de n'avoir pas beaucoup progressé depuis 2016 et le moment où tout à coup le ciel était tombé sur la tête de tous ceux qui, tels Hillary Clinton, considéraient que les électeurs de Trump étaient des déplorables qui étaient voués à disparaître dans les poubelles de l'histoire. Mais une fois qu'on a dit ça, il est intéressant d'essayer d'analyser ce que signifie cette victoire, l'ampleur de cette victoire et le retour de Donald Trump. Alors évidemment, ce serait un petit peu limité de s'en tenir, par exemple, à l'explication qu'on trouve du côté des insoumis. C'est parce que Kamala Harris a perdu, ce n'est pas Trump qui a gagné, c'est Kamala Harris. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas assez parlé de Gaza. Bon, ça c'est la première explication. Parce qu'elle n'était pas assez de gauche. Ça, c'est l'explication de Jean-Luc Mélenchon. Et puis, sinon, on a tous ceux qui expliquent qu'après tout, les électeurs de Trump, les Américains en général, sont un petit peu limités et que donc tout ça leur convient finalement. Pour un peu, on expliquerait presque qu'il faut interdire le vote à ceux qui ne sont pas assez cultivés. En fait, les choses sont visiblement beaucoup plus complexes. Et quand on analyse les raisons pour lesquelles les gens ont voté pour Donald Trump, on s'en rend compte. Question, par exemple, économique. L'Amérique va bien. La croissance est bien plus importante qu'en Europe. La politique de protectionnisme de Joe Biden fonctionne. Et pourtant, beaucoup d'électeurs se sont reportés sur Donald Trump à cause de leur perte en pouvoir d'achat. Bref, la croissance, ça ne ruisselle pas. Et ça, c'est un point fondamental. Pourquoi ? Parce qu'en Europe, c'est le même problème, la croissance en moins. Non seulement nous ne produisons plus de richesses, mais le peu qu'il y a ne descend pas. Bref, si nous ne voulons pas voir un phénomène comme celui de l'élection de Donald Trump arriver en Europe, il s'agirait d'essayer de comprendre ce qui, dans le système économique, bloque au point que des gens aillent voter pour un leader politique qui est capable d'expliquer que les migrants mangent des chiens et des chats. Là encore, il va falloir s'en préoccuper très vite parce que l'élection de Donald Trump aura un impact sur notre vie économique. Et là aussi, on est toujours confondu. Pourquoi les commentateurs européens, notamment français, regardent l'élection américaine comme si ils étaient des électeurs américains. La seule chose qui les intéresse, c'est de savoir s'il y a un camp du bien, un camp du mal. Jamais on ne parle en termes d'intérêt des Européens. Ah si, c'est vrai. Il y a ceux qui nous ont expliqué pendant toute la campagne et qui nous expliquent encore plus aujourd'hui qu'en effet, la catastrophe avec Donald Trump, c'est que l'Europe sera seule pour défendre l'Ukraine et que nous allons être abandonnés par les Américains. Vladimir Poutine va même déferler sur l'Europe. À part ça, la question des intérêts européens disparaît. Alors, là aussi, replaçons les choses dans un contexte historique proche, à peu près calmement. L'élection de Donald Trump est-elle une rupture pour nous, Européens ? On se souvient qu'en 2016, elle avait servi au moins à une chose, cette élection. Que les Européens s'aperçoivent un tout petit peu que la politique américaine n'était pas du tout favorable aux pays de l'Union européenne. Et qu'au contraire, nos alliés américains avaient un petit peu l'habitude de s'essuyer la semelle sur notre figure. On se souvient notamment du rachat d'Alstom à coup de pression sur les dirigeants. En fait, l'extraterritorialité du droit américain pour torpiller les entreprises européennes, ça ne date pas de Donald Trump. Ça avait commencé avec Barack Obama. Et on peut lister toutes les politiques américaines défavorables à l'Europe et qui ont en fait été soit commencées par les démocrates, soit continuées par les démocrates. Reprenons. Donald Trump
en 2016, focalisait son discours contre la Chine et l'Allemagne, les deux grands ennemis. Pourquoi ? Parce que leurs excédents commerciaux se faisaient au détriment des États-Unis. Ils étaient donc accusés de détruire des emplois, de détruire l'industrie américaine. À l'époque, puisque c'était Donald Trump qui le disait, on se gaussait côté européen. Les commentateurs expliquaient à quel point tout cela était parfaitement stupide. Joe Biden est arrivé, il a maintenu le discours contre la Chine et la guerre commerciale qui se mettait en place. Et puis est arrivée la guerre en Ukraine, qui a torpillé le modèle économique allemand. Et l'explosion de la coalition d'Olaf-Scholz ces derniers jours n'est qu'une queue de comète de cette fragilisation de l'Allemagne qui finalement est une bénédiction pour les États-Unis. Donald Trump ne va faire là aussi que s'inscrire dans la continuité de Joe Biden. Vis-à-vis de l'Ukraine, même chose. Si Donald Trump va certainement essayer de négocier façon deal de businessman, de toute évidence, les discussions pour arriver à soit un gel du conflit, soit un accord évidemment défavorable aux Ukrainiens, mais encore plus défavorable que celui qui avait été envisagé en avril 2022 et torpillé par la Grande-Bretagne, ces discussions ont lieu actuellement. Elles n'ont pas attendu Donald Trump. Non, il n'y aurait pas une Amérique démocrate, courageuse, sensée, qui combattrait Poutine jusqu'à Moscou, et un Donald Trump qui serait dans ses mains telle une marionnette. Voir le monde en noir et blanc de cette façon-là n'aboutit qu'à des erreurs tragiques. Dernier point. Dans la reconfiguration des alliances de l'Amérique, ce n'est pas Donald Trump qui a torpillé l'accord franco-australien sur les sous-marins. C'est bien Joe Biden, notre si grand ami. Parce qu'en effet, l'Union européenne, les pays européens, ne sont que quantité négligeable pour les États-Unis, démocrates ou républicains, l'avantage de Donald Trump étant qu'il le dit très clairement quand les démocrates jouent les amis de l'Europe, parce que ça leur permet d'obtenir encore plus. Enfin, politique protectionniste. Là aussi, évidemment, Donald Trump va augmenter les droits de douane, ce qui sera très problématique pour certains secteurs de l'économie européenne. Mais l'IRA, l'Inflation Reduction Act de Joe Biden, a été le premier élément de cette politique. Et il s'est fait au détriment des exportations européennes. La question est donc de savoir ce que les Européens vont faire face à l'élection de Donald Trump. Sur le plan géopolitique, le problème est que cette élection risque de mettre au jour les contradictions entre pays européens et de faire éclater le peu d'unité de façade qui existait déjà. Sur le plan économique, là aussi, cela ne fera que mettre en lumière les intérêts divergents des différents pays européens. Alors, certains voudraient que la réponse soit dans un sceau fédéral, encore plus d'Europe, parce que c'est ça qui nous protégera. Mais encore plus d'Europe fédérale. Ce n'est pas encore plus d'Europe, c'est encore plus d'impuissance face à une machine états-unienne qui n'hésite pas à fragiliser l'Union européenne partout où elle pourrait être efficace. La réponse, c'est avant tout dans un peu plus de solidarité, donc la compréhension des intérêts divergents des pays européens et la capacité des uns et des autres à se mettre d'accord sur les quelques intérêts communs qui sont à défendre et la possibilité d'imposer une puissance face aux États-Unis. On ne voit pas vraiment ça se dessiner pour l'instant. La France, qui n'a jamais
chercher à défendre ses intérêts, parce qu'il faut toujours avoir l'air d'être le plus européen, va continuer avec un macronisme en fin de règne. L'Allemagne est en pleine débandade et défend plus que jamais ses intérêts nationaux au détriment de ses voisins. Les Pays-Bas continuent à faire du commerce en ruinant leurs petits camarades et en détruisant des industries. Bref, chacun pour soi. Et là, les conséquences risquent d'être tragiques. Mais le problème, ce ne sera pas Trump. Le problème, ce sont les Européens.